Bienvenue sur ce nouveau Bonjour. webinaire, ce nouvel instant RH avec Culture RH. Alors, si vous êtes connectés, je vous invite à nous faire signe dans le chat. Pour moi, ce sera le signe que tout fonctionne, que tout va bien. J'attends un petit peu, voir si j'ai des messages qui s'affichent. Oui, alors Culture RH, bonjour Culture RH. Bonjour Juliette, bonjour Cyril, Emmanuel, Maud, Frédéric, Camille. Ça fonctionne, on est bien, tout fonctionne. Bonjour, bien connecté. Super, merci à vous. Une fois de plus, vous êtes au rendez-vous. Je suis trop contente de vous retrouver pour aborder un tout nouveau sujet, vraiment sujet inédit sur Culture RH. On n'a encore jamais abordé le sujet de la mobilité et je pense que c'est un sujet vraiment dans l'air du temps. Et en plus, pour ce faire, on a des personnes qui sont, ça tombe bien, experts du sujet. On est là pour à peu près 3/4 d'heure, 1 heure maximum, tous ensemble. On a beaucoup d'invités aujourd'hui, donc je vous annonce un webinaire très dense, très riche, et j'espère que vous ressortirez avec plein de pistes pour travailler ce sujet chez vous, dans votre entreprise. Alors du coup, sans trop attendre, bonjour à tous, bonjour à chacun de vous. Alors je vais vous laisser le temps de vous présenter en quelques mots. Je prends dans l'ordre, je vois que j'ai Louis en premier qui s'affiche, donc vas-y Louis, si tu veux bien nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais de beau alors. Ouais, bonjour Anaïs, merci. Donc, je m'appelle Louis Dutoit, je travaille pour la Fédération des usagers de la bicyclette et je travaille plus particulièrement sur le label employeur Pro Vélo. Voilà, chargé de la qualité des audits et de la mise à jour du cahier des charges, etc. Et donc, j'interviendrai en fin de présentation. Top. Alors on a ton collègue parmi nous, puisqu'il y a Nicolas à nos côtés. Nicolas, Ouais, bonjour. bonjour. Effectivement, je travaille avec Louis dans cette fédération donc, qui œuvre au niveau national et qui porte notamment un programme qui s'appelle Objectif Employeur Pro Vélo. On accompagne plus de 3000 employeurs à travers la France. Et donc, on va vous parler aujourd'hui nouvelle mobilité, ce lien avec la QVCT et en quoi ça peut intéresser les RH. Et je m'occuperai du petit mot d'intro pour resituer un peu ce sujet nouvelle mobilité, le lien avec le vélo, et vous donner toutes les infos utiles pour bien appréhender ce sujet. Top, parfait. Alors on a aussi parmi nous Arthur. Alors Arthur, qu'est-ce que tu vas nous apporter aujourd'hui? C'est quoi ton bagage à toi? Dis-nous tout. Bonjour à tous, ravi d'être là. Donc moi je m'appelle Arthur, effectivement, je suis le cofondateur de Tandem, une entreprise qui s'est donnée pour mission de démocratiser le vélo en entreprise via la mise en place de flottes de vélos. Donc ravi de vous en parler un peu plus tard dans la présentation. Top, avec du partage en plus de cas concrets, donc on adore ça, ça va être très parlant. Et enfin, on a Pierre-Luc parmi nous. Pierre-Luc qui est un peu la voix RH aujourd'hui. Dis-nous tout, Pierre-Luc. Merci bien. Merci Anaïs et bonjour à tous. Moi, je travaille en fait au sein de OnePoint à Nantes. Donc j'ai un rôle RH de recrutement et de gestion de carrière et tout ce qu'on trouve dans le développement RH dans son ensemble. Il y a 1 an et demi à peu près, j'ai repris en tant que vélo-taffeur le sujet avec certains de mes collègues. Vélo-taffeur aussi. J'ai repris le sujet du label employeur Pro Vélo, diffuser le vélo et faire la communication du vélo au sein de mon entreprise. C'est un sujet passionnant et que je souhaite, sans prosélytisme bien sûr, diffuser dans les équipes encore davantage. Top. En tout cas, merci à vous tous pour votre présence. Donc, comme je vous disais, ça annonce un webinaire très riche. Installez-vous. Prenez l'opportunité aussi pour poser vos questions, pour réagir, rebondir. N'oubliez pas, c'est votre webinaire à vous. On est là pour répondre aussi à vos questions. Et puis, je propose qu'on se lance direct dans le vif du sujet. Peut-être déjà, dans un premier temps, Nicolas, nous expliquer un peu pourquoi c'est un enjeu, en quoi c'est un enjeu, alors le sujet du jour. Ouais, donc petit mot d'intro, déjà, pourquoi c'est un sujet en jeu pour les RH, et ensuite je reviendrai sur des petits éléments d'actualité pour dire que ça a pas mal bougé, notamment en termes d'actualité réglementaire. Et donc ça devient, on va dire, une dimension de plus en plus prégnante. Vous le voyez, ce petit label Objectif Employeur Pro Vélo, donc c'est notre fameux programme national
porté avec le soutien de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique. Voilà, ça sera un peu en fil rouge. Louis va vous mettre des petits liens dans le chat si vous voulez en savoir plus, comment ça fonctionne en termes de primes, de subventions, comment vous pouvez vous faire accompagner. Enfin, il y a un accompagnement gratuit justement vers ce label, etc. Donc ça sera expliqué dans les petits liens et vous n'hésitez pas à poser des questions, ça sera un peu en fil rouge. Mais avant de revenir un peu sur les témoignages Objectif Employeur Pro Vélo et aussi le travail sur les flottes de vélos d'Arthur, je voulais vous parler du sujet mobilité. Déjà, comment ce sujet apparaît. Alors, quelques chiffres. En termes de mobilité et de déplacement des salariés. Déjà, ce qu'on note, c'est à l'échelle France, la place centrale de la voiture. C'est 3/4, 74% des trajets domicile-travail sont réalisés en voiture. Et quand on regarde, on va dire, des trajets courts sur lesquels potentiellement certaines mobilités, et je pense notamment au vélo, aux engins de déplacement personnel motorisés, enfin tout nouveau type trottinette, etc., de mobilité qui se développe, pourrait peut-être apparaître. Non, on voit qu'encore une grande majorité de ces trajets sont réalisés en voiture, donc 60% d'entre eux. Et 5 km, c'est intéressant parce que c'est à peu près une vingtaine de minutes à vélo, donc c'est vraiment quelque chose on va dire, d'atteignable. Si on regarde les évolutions récentes, alors on parlait de ce volume assez important, près de 75% des trajets sont réalisés en voiture. Le vélo, ça représente que 4%, donc c'est une petite portion, ça concerne une portion, on va dire, assez conscrite d'usagers. Mais quand on regarde les évolutions très récentes, il y a une croissance de 50% de la pratique du vélo sur les trajets domicile-travail sur la fin des années 2010. Si on regarde un peu plus dans le détail et on regarde à l'échelle France, c'est l'espèce de petite balance que je vous ai mis en bas de la slide. On se rend compte qu'il y a vraiment des différentiels importants entre des villes comme Strasbourg, comme Grenoble, mais je pourrais aussi citer Bordeaux, Paris, où il y a une pratique du vélo qui se développe très fortement. Et à contrario, certaines, et là je cite des métropoles, mais on pourrait élargir à l'ensemble du territoire français, Marseille, Nice, Saint-Étienne, où là pour le coup la pratique est relativement faible. Donc voilà, près d'une personne sur 5. Comment ça s'explique ça ? Je me permets de poser la question, mais comment ça s'explique ça ? Ça m'intrigue, moi. J'ai envie de savoir. Il y a une quantité de facteurs qui peuvent expliquer ça. Il y a effectivement parfois certaines raisons, on va dire, culturelles, certaines raisons en termes de peut-être aussi de typologie, de dénivelé, etc. dans les villes. Mais la principale raison qui explique qu'il y a un tel différentiel et une telle hausse de la pratique, et je pense que les exemples les plus parlants, c'est peut-être Bordeaux et Paris, où là, il n'y a pas de contraintes, on va dire, géographiques et culturelles. C'est vraiment mettre en place des infrastructures, des services qui favorisent la pratique. Et ça, Bordeaux, Paris, sur les 10 dernières années, la pratique a été multipliée par 4. Et ce n'est pas, on va dire, un coup de baguette magique. C'est parce qu'il y a une infrastructure, des services, que les gens se sentent en sécurité, que d'un coup, la pratique croît énormément. Et à Paris, on a dépassé l'année dernière plus de 10% de part d'usagers qui se déplacent à vélo sur le trajet domicile-travail. Donc, on voit vraiment ça explose. Il y a quelques années, c'était vraiment résiduel. Je pense que je voulais rebondir sur ce que tu disais, Nicolas, en quelques mots. Nous, chez OnePoint, on a une entité également qui se situe à Aix-en-Provence. Donc, on a beaucoup de collègues marseillais également qui craignent surtout la sécurité donc sur les routes, et également l'absence de vraies infrastructures, comme tu disais, pour le vélo. Donc, ce seront des freins qui sont encore assez prégnants. Et j'espère que ça va se décompter, même si je ne m'occupe que de Nantes. Ouais. Merci pour ce témoignage, Pierre-Luc. Et ce qui nous semble quand même important, sur lequel je voulais insister sur ces évolutions récentes, c'est même si effectivement il y a des inégalités, il y a des différentiels assez importants d'une ville ou d'un territoire à un autre, globalement la pratique elle augmente partout. Ça, on a ce chiffre de 50% de croissance. C'est vraiment, je trouve, significatif à l'échelle France, mais qui a un regain, qui a un intérêt, et que même certains territoires qu'on pouvait
jugé en décrochage ces dernières années, la pratique se développe même sur ces territoires-là. Et donc ça, c'est vraiment un signal intéressant. Et après, de regarder aussi comment les autres mobilités évoluent. On voit sur cette fin des années 2010, la voiture régresse un peu. Elle reste quand même très, très majoritaire, mais elle régresse un peu. Et on a aussi une continuité d'usagers, de salariés qui utilisent les transports en commun. Donc ça, sur la période 2015-2020, il y a eu un petit ralentissement pendant le Covid et là, ça reprend. Donc voilà, donc on voit aussi que côté transport en commun et globalement, les mobilités durables, tout ce qui peut être, on va dire, alternative à la voiture individuelle, il y a quand même, on va dire, une croissance plus ou moins forte. Ça, c'est important, voilà, on va dire déjà pour poser le cadre et que vous ayez un peu en tête les chiffres sur comment ça fonctionne un peu la mobilité domicile-travail en France et sur certains territoires. Ça devient clairement aussi une option qui est utilisée quand on voit notamment sur certains centres-villes avec des ponts qui changent d'utilisation. Je pense au pont de Bretagne à Nantes en particulier qui va presque plus laisser place aux voitures. Des mairies qui encouragent en fait la création de lignes de vélos plutôt que de voies de voitures. Donc les centres-villes changent, donc les mentalités, ça force un petit peu les collaborateurs, en tout cas de la société, à revoir un petit peu leur plan et à acheter un vélo. Alors, je suis désolé, je commence par les effets négatifs, mais ensuite on va voir les c'est bien, de toute façon, on finira sur du positif. Ouais, on finit sur une note positive. Déjà, je voulais vous apporter quelques éléments de constat sur ces trajets domicile-travail et effectivement, pourquoi c'est vraiment un sujet en jeu pour les équipes RH. Alors, je vous ai mis une slide à la fin avec toutes les études, avec un hyperlien, les rapports qui vont bien, comme ça vous pourrez cliquer et les obtenir en un coup de main. Donc ça, c'est des études, enfin voilà, les différentes enquêtes 2024-2022, mais ce qui ressort principalement, c'est déjà 54%, plus d'un Français sur deux redoute ou appréhende ces trajets domicile-travail et il pense qu'il va avoir des difficultés. Donc ça, c'est quand même un chiffre qui, moi, m'inquiète et me fait me dire, il y a vraiment un sujet sur les mobilités domicile-travail. Il faut que collectivement, aussi bien au sein des entreprises, des employeurs que des territoires, on soit en mesure de mieux accompagner ces salariés. Et ensuite, ces choix de mobilité qui seraient retenus par les salariés, ils ont un impact, sur la qualité de vie au travail. Donc ça, c'est vraiment, vous le voyez dans les petits schémas qui sont à droite, vous avez en rouge les sujets vraiment en lien avec les mobilités. Donc typiquement, un élément qui impacte le plus la qualité de vie au travail, la distance et la qualité des déplacements domicile-travail, ça apparaît en facteur 3. Donc c'est vraiment cité régulièrement, après la charge de travail, après l'atteinte des objectifs, etc. C'est même cité avant les relations entre le climat et l'ambiance de travail, c'est derrière la priorité. Ouais, donc on voit vraiment que c'est une priorité assez forte. Et ensuite, on voit que ces trajets domicile-travail, ils ont un impact bien évidemment en temps de trajet, mais également sur l'équilibre vie pro-vie perso. Donc là encore, dans ces enquêtes nationales, on se dit, il y a un constat de mal-être et on voit que ce sujet domicile-travail peut avoir vraiment un impact sur la qualité de vie et l'équilibre vie pro, vie perso. Donc une fois qu'on a fait ce constat pour se dire, il y a des appréhensions, donc c'est pas tout le temps un mal-être, mais voilà, en tout cas, il y a des appréhensions. C'est quoi les principales causes de ces appréhensions et ce qui ressort également dans ces enquêtes, c'est les embouteillages, 2, le renchérissement du coût de l'essence et des coûts d'entretien des véhicules. Donc, il y a ces éléments-là qui font peur et qui causent un peu des appréhensions et qui peuvent aussi gêner au quotidien. Là, pour le coup, il y a les appréhensions, mais après, il y a la réalité. Et ensuite, il y a un autre élément qui est important. Donc, il y a le manque de fiabilité de la part de certains transports en commun, mais il y a aussi l'enjeu de la cohabitation avec les autres usagers. Et c'est là qu'on voit, qu'on se dit que c'est vraiment une dimension intéressante, cet enjeu des nouvelles mobilités, parce qu'en fait, c'est pas simplement, je vais me mettre au vélo ou à la trottinette, etc., ou je vais repenser ma mobilité en lien avec les transports en commun. C'est aussi, je vais apprendre à cohabiter
avec d'autres usagers. Voilà, c'est aussi un apprentissage et un besoin. Et Louis reviendra un peu là-dessus sur cet enjeu de cohabitation et aussi de sécurité de toutes et tous. Voilà, ça, c'est un enjeu important. Donc, voilà un peu sur les principales causes, effets négatifs. En miroir, je voulais évoquer des effets positifs, notamment en lien avec les mobilités actives, mais pas que, aussi avec ce qu'on appelle la démobilité, avec le télétravail. Toujours dans ces enquêtes-là que je vous ai citées, ce qui ressort, c'est que effectivement, les Français et les salariés associent vraiment une vision positive liée à la pratique du vélo, notamment par rapport à l'impact que ça aurait sur la pratique d'activité physique, sur le maintien en bonne santé. Et ensuite, il y a, pour nous, c'est vraiment un enjeu important. Si on veut promouvoir des mobilités alternatives, il faut vraiment que, entre guillemets, on puisse offrir des moments de respiration, des moments on va dire, pour préserver un peu justement cette santé et cet équilibre des usagers. Je pense notamment à des salariés qui habitent loin et qui potentiellement vont faire une partie à vélo, ensuite ils vont utiliser le train. Enfin, il va y avoir une adéquation entre différents modes de transport. Mais parfois, s'ils le font tous les jours, ça peut être, ça peut avoir vraiment, entre guillemets, il faut un volontarisme très fort et une motivation très forte. Et si c'est couplé avec le télétravail, si entre guillemets on a ces temps de respiration, on peut vraiment, et ça on le voit de plus en plus dans les entreprises, il y a des gens qui se mettent au vélo, qui se mettent aux nouvelles mobilités. Mais voilà, c'est couplé avec du télétravail. Ils commencent 1 jour, 2 jours par semaine avant peut-être de pouvoir l'accentuer. C'est quelque chose de progressif et on ne va pas devenir du jour au lendemain un champion du vélo, s'y mettre tous les jours. C'est quelque chose de progressif. On peut envisager un modèle un peu hybride au final. Tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur cette démarche auprès des 3000 employeurs. C'est vraiment quelque chose qui ressort assez fort. C'est le fait d'y aller progressivement et ce lien avec le télétravail, c'est quelque chose d'assez récurrent. Nous, on en a chez OnePoint. Je me permets de rebondir également, mais ça paraît important de le dire. Là, on a une dizaine de collaborateurs sur 350, puisque c'est la taille de Nantes, qui ont envisagé de venir en train. Il y en a qui habitent à Savenay, près de la gare, qui prennent leur vélo pliable, qui le mettent dans le train, qui arrivent et qui font le reste. Ils en ont pour moins d'1 heure. Et ils font souvent le comparatif à ce qui pourrait leur arriver peut-être à Paris, où en RER, ils avaient 1h30 de trajet parfois pour aller à leur lieu de travail. Donc on constate cette multimodalité de plus en plus dans les pratiques. Et comme tu disais, Nicolas, le télétravail et la possibilité de ne pas avoir à penser à se déplacer, à arriver transpirant au travail 1 ou 2 fois par semaine, évidemment, ça a changé les comportements. Donc ça, c'est, on va dire, sur cette dimension positive, notamment associée à la santé. Et ensuite, on a voulu vous mettre quelques stats. Donc là, assis sur des revues de littérature internationale, sur des travaux scientifiques. Donc déjà, le vélo réduit le stress pour celles et ceux qui le pratiquent régulièrement. On le voit sur la baisse de l'absentéisme. Ça notamment, ces études sur la baisse de l'absentéisme, ça a été réalisé dans 3 pays anglo-saxons. En Angleterre, Australie et je crois au Canada, et sur la hausse de la productivité, notamment sur la première heure de travail. Là aussi, on a plusieurs éléments. C'est pas une étude ponctuelle, c'est vraiment des éléments assez robustes qui ressortent. Donc il y a vraiment cet aspect bol d'air frais. Donc c'est valorisé. C'est pour ça aussi d'ailleurs en termes de pour attirer des talents et en termes de recrutement, c'est aussi un élément qui se rattache de plus en plus à la marque employeur parce qu'il y a effectivement cet aspect bol d'air frais. Et je voulais vous mettre un schéma de synthèse qui, moi, me semble très parlant. On avait travaillé là-dessus avec l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité. Et il nous avait fait, alors là, c'est un peu en tout petit, mais on vous enverra la slide, comme ça vous pourrez vous vous avez d'ailleurs déjà la présentation, elle est déjà disponible dans l'onglet Handouts, donc vous inquiétez pas, vous pourrez la voir en détail. Ouais, super. Et donc là, vous avez typiquement en vert
tous les effets bénéfiques que peut avoir la pratique des mobilités actives, marche et vélo, sur la santé psychique, sur la santé mentale. Donc, on voit qu'effectivement, par rapport au risque de dépression, de troubles anxieux, etc., il y a eu une occurrence, une réduction beaucoup plus forte liée à l'usage de ces mobilités. Et ensuite, à droite, les effets positifs et protecteurs que ça peut avoir sur la santé physique avec tout un tas de pathologies. Et en premier lieu, diabète, obésité, des choses qui sont très liées à l'activité physique. Donc voilà, ça peut toujours faire mouche, un petit diagramme comme ça, bien un petit Ce sont des schéma. arguments. Des arguments pour convaincre sa direction, peut-être. Ouais, tout à fait. Ouais, et vraiment aussi avec ces enjeux de promotion de la santé au travail, on voit que ça peut faire mouche. Avant de laisser la parole à mes camarades, je voulais revenir sur 2 enjeux d'actualité. Bon, voilà, on voit que ça bouge en termes de pratique, qu'il y a un intérêt, mais ça bouge aussi en termes de cadre réglementaire. Il y a des nouveaux outils, des nouvelles obligations aussi. Et on voit typiquement, première, je voulais revenir sur la loi d'orientation des mobilités de 2019 qui a fait bouger pas mal de choses, et 2 impacts clés que ça a eu sur l'activité des équipes RH en termes de, sur le sujet mobilité. Déjà, c'est que ce sujet devient obligatoire dans les négociations annuelles obligatoires, dans les NAO pour les structures de plus de 50 salariés. Donc ça devient de plus en plus présent. Et ensuite, on voit qu'il y a de plus en plus de territoires. Au-delà de ce programme objectif employeur Pro Vélo qu'on évoquait, de ce programme national, il y a tout un tas de territoires qui proposent une aide, un accompagnement bien souvent gratuit pour analyser la mobilité des salariés, aider à mettre en place des services. Donc, on voit que les métropoles, notamment, s'organisent. Alors, je vous ai mis un petit listing de toutes les marques mobilité employeur qui existent. Si vous êtes sur l'un de ces territoires, et il y en a sur d'autres territoires, vous pouvez aller regarder un peu ce qu'ils proposent. Mais justement, pour vous permettre de mieux appréhender et de vous dire, OK, on arrive aux négociations annuelles obligatoires, il y a tous ces sujets à traiter, dont la mobilité, et voilà comment on peut appréhender au mieux ce sujet. Donc déjà, dans le dialogue social, il y a des nouvelles obligations, et effectivement, ce sujet devient de plus en plus prégnant. Et ensuite, le deuxième objet, c'est sur les aides financières, et là aussi un objet qui fait, on va dire, franchir un cap à ce sujet mobilité au travail et au sein des entreprises. C'est l'arrivée du forfait mobilité durable, donc mis en place depuis 2021, depuis mai 2020, pardon. Et là, on voit, c'est une des principales. On voit dans les changements de comportement, ce qui fait bouger les salariés sur leur mobilité, c'est d'avoir une incitation financière. Donc là aussi, ça ressort dans les enquêtes nationales. Et ensuite, c'est un outil qui est mis en place et adopté par un nombre grandissant d'employeurs. On vous a mis un petit chiffre. 29% des entreprises aujourd'hui appliquent le FMD. Encore un nombre conséquent vont le mettre en place dans les semaines et les mois à venir. Donc voilà. On peut poser la question à l'audience. Est-ce que vous-même vous l'appliquez? Moi, je ne me rends pas compte. Est-ce que 29%, c'est beaucoup ou c'est encore trop peu? C'est quoi l'interprétation du 29%? C'est 29% dans le privé, c'est une majorité chez les employeurs publics. Donc, après, ce qui peut être intéressant, c'est de le mettre en perspective avec, dans ce cadre Louis en reparlera en conclusion du FMD, mais effectivement de celles et ceux qui comptent le mettre en place dans les semaines et mois à venir. On voit qu'entre ceux qui le mettent en place et ceux qui comptent le mettre en place, en gros, on est sur une majorité d'employeurs en France. Donc, ça reste quand même relativement récent, mais à partir du moment où il y a un souhait soit de le mettre en place, de déjà le mettre en place ou de le mettre en place à court ou moyen terme, on se dit, bon, OK, ça bouge bien et c'est un outil qui est utilisé. Donc ça, c'est un franc succès, faut dire. Un signal positif. Nous, excuse-moi, nous, on en parle dans le processus de recrutement de ce forfait multi pour déjà mettre les personnes qui vont potentiellement arriver chez nous
dans une logique de ah oui, j'envisagerais bien le vélo pour venir chez OnePoint. Ça devient aussi parfois un critère important dans le choix final de société. Là, je pourrais aller chez OnePoint. Ce qui est bien chez OnePoint, c'est que je pourrais y aller en vélo et c'est que je serais rétribué pour entretenir mon vélo. Donc, c'est un super outil qui met en place. Et évidemment, 29, je trouve bien évidemment ça trop peu. Oui, je vois qu'il y a Oui, des réactions dans le chat. oui, Le si c'est FMD, obligatoire ou pas. c'est effectivement facultatif. C'est obligatoire dans la fonction publique d'État et la fonction publique hospitalière. D'accord. Les collectivités ont une très forte incitation à le faire. Il faut qu'elles le votent en conseil municipal ou communautaire. Mais en tout cas, voilà, dans le public, ça tend vraiment à être quasi généralisé. Chez les employeurs privés, voilà, ça reste facultatif. Après, voilà, il y a beaucoup d'acteurs qui le mettent en place. Et il y a effectivement cette question de faire connaître le dispositif. C'est bien que l'employeur le propose, mais après, il faut que les salariés s'en saisissent. Et ça, c'est tout l'enjeu, effectivement, de promouvoir l'intérêt du FMD, qui d'ailleurs touche plein de mobilités. On parlait tout à l'heure d'usage progressif. Effectivement, si vous utilisez la voiture 2 à 3 fois par semaine, voilà, vous pouvez aussi, avec le FMD, financer l'achat de certains tickets de transport en commun. Voilà, vous n'avez pas envie de prendre un abonnement, mais vous voulez le faire ponctuellement, vous pouvez y aller pas à pas. Et donc, ça sert aussi à financer le covoiturage, l'autopartage, etc. Donc, toutes les mobilités, on va dire, alternatives à la voiture seule. Et pour conclure un peu ce petit tour d'horizon introductif, la dernière slide sur donc les mobilités des domicile-travail et le fait que c'est un poste clé pour réduire les émissions carbone. Alors, je vous ai mis un petit schéma à droite. Ce que vous avez tout en haut, c'est les principaux secteurs émetteurs de gaz à effet de serre. Et on voit qu'effectivement, et de CO2, et on voit qu'effectivement, les mobilités domicile-travail et les transports en général sont au top des émissions. En parallèle, on voit qu'un trajet en vélo par rapport à un trajet en voiture, c'est entre 95 et 99% d'émissions en moins, en fonction si on est sur un vélo assistance électrique, un vélo classique. Donc, on voit que par rapport à cette réduction des émissions carbone, c'est un enjeu clé, couplé avec le télétravail. Et là, on a une directive, cette fameuse directive européenne, CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, qui se traduit progressivement en France entre 2024 et 2025. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que ça touche à la base, ça concernait les entreprises de plus de 500 salariés. Maintenant, c'est toutes les entreprises françaises 2025 de plus de 250 salariés. En 2026, il y aura également les PME cotées. Donc, on élargit de plus en plus le spectre des entreprises qui doivent, entre guillemets, rendre des comptes et réaliser des bilans d'émissions de gaz à effet de serre et des mesures, on va dire, protectrices et pour réduire l'impact carbone. Et en parallèle aussi, du côté du législateur, il y a la multiplication des sanctions en cas de non-respect, etc. Donc voilà, ça devient, entre guillemets, un sujet sérieux sur lequel il y a un cadre, obligations et sanctions, là, pour le coup, qui peuvent s'appliquer. Ça, c'est jamais marrant, mais donc ça... Pour le prendre un peu au sérieux. Donc voilà un peu sur ces éléments d'actualité et sur ce cadre un peu du sujet mobilité qui gagne en influence pour les équipes RH. Et merci de m'avoir écouté. Et voilà, les petits hyperliens qui vont bien si vous voulez vous replonger un peu sur ces chiffres, sur ces enquêtes, aussi bien sur la mobilité au sens large et la qualité de vie ou le sujet vélo. Vous aurez tout ça dans le support, bien évidemment. Et maintenant, on va pouvoir donner la parole à Arthur, qui a plein de choses à nous dire sur la mise en place d'une flotte de vélos dans son entreprise. Et j'en profite pour poser la question à l'audience. Est-ce que c'est un sujet dans vos entreprises? Est-ce que c'est en cours? Est-ce que c'est en réflexion? Est-ce que c'est déjà fait? Je serais curieuse de voir un petit peu où vous en êtes de votre côté. Et puis, en attendant de vous lire, Arthur, je te donne la parole. Dis-nous tout. Oui, bien sûr, avec plaisir. Merci Nicolas pour la première partie. Donc moi, je vais vous parler effectivement de ce que l'on fait et surtout de nos clients, parce que je pense que c'est la meilleure manière pour que vous puissiez vous projeter, juste que pour que vous sachiez évidemment qui on est. Donc nous, on s'appelle Tandem, on est une société qui est vraiment spécialisée dans la mise en place de vélos
auprès des salariés de leur entreprise. On est présent un peu partout en France. On a à peu près 2000 vélos en circulation et on équipe tout type d'entreprise. Ça va de la TPE, PME au plus grand groupe. On en a mis quelques-uns à droite, mais j'insiste là-dessus. Voilà, on a vraiment un service qui est accessible à tout type d'entreprise. On a des flottes même qui démarrent à 3 vélos, certaines à plusieurs centaines, mais c'est vraiment pour se dire, voilà, on peut débuter même une TPE avec 10 salariés. Voilà, comment on fonctionne et qu'est-ce qu'on propose. L'idée, nous, c'est vraiment d'essayer de rendre le vélo accessible à tous les salariés. Donc, c'est de sortir du côté statutaire que pouvait avoir la voiture de fonction et de vraiment rendre ça accessible à tout type de salaire, du plus bas salaire au grand patron. Donc, on a construit une solution qui permet de mettre en place des vélos le plus facilement possible avec un minimum de charge mentale additionnelle pour l'entreprise. Donc, le principe, c'est que le salarié va pouvoir s'équiper d'un vélo de marque française, un vélo qui est assuré, qui est entretenu au pied des bureaux. Et derrière, on assure toute la partie servicielle pour la mise en place avec les équipes RH. Et on a plusieurs typologies de vélos pour que chacun s'y retrouve, des vélos pliants, des vélos urbains, des vélos familiaux, si les gens veulent pouvoir emmener leurs enfants à l'école le matin. Pour vous expliquer rapidement comment ça fonctionne, en fait, dans les solutions de vélo en entreprise, il y a deux types d'approches. La première, c'est celle qu'on appelle les vélos de fonction. Alors, c'est un peu vulgarisé parce que c'est rapproché au côté voiture de fonction. Dans les faits, c'est très différent parce que c'est accessible à tous les salariés, donc ça n'a pas ce côté statutaire. C'est évidemment beaucoup moins onéreux, mais c'est juste pour expliquer que c'est un vélo qui est attribué à un salarié. C'est vraiment son mode de déplacement du quotidien. Ça vient souvent remplacer une voiture ou un scooter ou parfois des transports en commun. Et vraiment, voilà, c'est attribué à un collaborateur. Il le choisit, il choisit le vélo de son choix et il peut l'utiliser quand il le souhaite pour ses trajets domicile-travail, mais aussi le soir, le week-end ou même en vacances. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Vraiment, c'est un objet de mobilité, vélo, qui est donné à un collaborateur et attribué. Deuxième solution, c'est la flotte de vélos en partage, qui est un peu plus spécifique, qui va être une flotte de, je ne sais pas, 5-10 vélos, qui va être en bas de l'immeuble pour faire des trajets dans la journée qui pourraient remplacer des trajets en voiture. Je vous donne deux professions un peu typiques là-dessus. Nous, on travaille pas mal avec des agents immobiliers qui remplacent leur voiture par des vélos pour faire leur visite, ou des gens qui font du service à la personne à domicile sur des secteurs de moins de 10 km. Et donc là, pareil, ils ont remplacé leur voiture par un vélo. Dans les deux cas de figure, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que avec une entreprise comme la nôtre, nous, notre objectif, c'est vraiment qu'on s'occupe de tout. De l'assurance, de l'entretien, de la livraison, du choix des vélos, de la formation à la sécurité à la route, etc., pour vraiment faire en sorte que l'entreprise ait un minimum de charge mentale, comme je le disais tout à l'heure, additionnelle pour mettre en place ce type de projet-là. Parce que nous, on est convaincus du fait que pour mettre en selle un collaborateur et pour mettre en selle une entreprise, il faut l'aider, il faut la prendre un peu par la main, parce que c'est un nouvel usage, c'est une nouvelle approche, donc il faut l'aider. Pour vous projeter sur des cas clients, je vous en ai juste partagé trois, avec trois typologies. Typiquement, les brasseries Cronenbourg, qui est plutôt un groupe déjà d'une certaine importance. Ils ont 1500 salariés un peu partout en France, avec des sites principalement à Aubernais, à côté de Strasbourg, et en Île-de-France. Aujourd'hui, ils sont équipés avec 80 vélos, donc il y a 80 collaborateurs qui sont déjà à vélo via cette solution-là. C'est des vélos plutôt type vélo de fonction. Et là, dans ces cas-là, c'est des vélos qui sont mis à disposition gratuitement pour tous les salariés qui habitent à moins de 15 km. C'est un critère qui a été mis par l'entreprise pour dire, pour cibler les gens qui peuvent, dans les faits, venir à vélo tous les matins là-dessus, je vais cibler principalement les gens qui habitent à moins de 15 km. Donc voilà, c'est un choix qui a été fait par l'entreprise. C'est quelque chose qu'on établit avec elle, de se dire, voilà, on cible ces collaborateurs-là. Et là-dessus, parce qu'ils renonçaient à une indemnité qui leur permettait de venir en voiture jusque-là, le vélo est mis à disposition totalement gratuitement. Donc là-dessus, le collaborateur n'a rien à débourser. Voilà, en quelques mois, Cronenbourg a communiqué là-dessus il n'y a pas très longtemps. Les collaborateurs, ils ont parcouru plus de 40 000 km. Et voilà, anecdote rigolote, ça correspondait à l'équivalent du Tour de la Terre. Donc pour vous donner effectivement le niveau d'adhésion des collaborateurs qui a plutôt très bien fonctionné. Autre profil d'entreprise, pour le coup, plutôt profil PME, une entreprise qui s'appelle Ecocompteur, qui est basée à Lannion, en Bretagne. Il y a 130 collaborateurs, 18 vélos mis à disposition. Et là, pour le coup, on est dans un mode un peu plus classique où là, 70% du loyer est pris en charge par l'entreprise et 30% est pris en charge par le collaborateur. Donc, pour 25-30 euros par mois, le collaborateur peut bénéficier d'un vélo qui est assuré, entretenu avec tous les accessoires, etc.
Et à partir de ce niveau de prise en charge-là, il y a un point important à avoir en tête, c'est que l'entreprise va pouvoir déduire 25% de ce loyer de son impôt sur les sociétés. Donc forcément, économiquement, ça devient hyper intéressant pour elle. Ça vient de la loi mobilité de 2019. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a 14% de l'entreprise chez Ecocompteur qui s'est mise au vélo, qui sont détenteurs du label OEPV Or même, et ils sont Great Place to Work. Voilà, donc c'est évidemment des critères qui ont aidé à ça. Et c'est pour dire que tout type d'entreprise peuvent s'y mettre, grands groupes, petits, quelle que soit l'implantation. On ne penserait pas forcément à se dire à Lannion, je peux mettre mes collaborateurs en selle en Bretagne. C'est bien le cas. Ce n'est pas réservé à Paris, Bordeaux et Strasbourg, quoi. C'est ça qui est rassurant, c'est de se rendre compte que ça ne concerne pas que les grands groupes ou pas que les zones urbaines. En vrai, tout le monde peut s'y mettre. Il y a plein de façons de le faire. C'est intéressant de voir les différents cas pour le coup, parce que c'est parlant. Complètement. Nous, on a même des taux d'adhésion qui sont beaucoup plus forts dans des villes de taille moyenne que dans des grandes villes, parce que dans les grandes villes, il y a beaucoup d'alternatives à la voiture. Il y C'est vrai, a des métros, des bus, etc., ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres villes. Donc, nous, on a même des taux d'adhésion qui sont plus forts dans les villes de taille moyenne ou dans les petites villes que dans les très grosses zones urbaines. Et dernier cas de figure que je partage, là pour le coup, typiquement, c'est des vélos partagés. Donc là, il y a une quinzaine de vélos partagés en Ile-de-France dans le groupe M6. Des vélos qui sont là utilisés pour remplacer le taxi la plupart du temps ou le métro lors des déplacements en Ile-de-France. L'idée, c'était de faciliter le trajet des collaborateurs pour tous leurs rendez-vous professionnels dans la journée. Donc là, c'est des vélos qui dorment, entre guillemets, au siège de l'entreprise. Ils sont déverrouillables via un petit cadenas connecté très facile à prendre en main. Le collaborateur avec son smartphone va déverrouiller le vélo, le prend en main et le rapatrie au siège après sa journée de travail. Donc forcément, au global, on a pu le calculer avec eux entre les trajets qui étaient faits en voiture, les trajets qui étaient faits en transport en commun et maintenant les trajets qui sont faits à vélo. Pour ces trajets-là, ils ont divisé par 10 au global sur l'année l'impact carbone de leur déplacement professionnel. Okay. Donc voilà pour vous partager les deux typologies d'utilisation et certains cas clients. Donc si derrière, ça donne envie, il y a des entreprises de toute taille de se mettre en selle. Nous, on y voit quatre raisons principales. Le premier, Nicolas en a parlé, la mobilité des salariés, elle fait clairement partie des enjeux principaux de la qualité de vie au travail aujourd'hui des collaborateurs. Ce que je partageais, c'est le deuxième fausse idée qu'on peut avoir, c'est que les déplacements à vélo ne sont clairement pas réservés qu'aux grandes villes. Au contraire, et c'était ce que je voulais partager par rapport aux cas clients qu'on avait aujourd'hui. Le troisième, c'est qu'il y a des aides fiscales qui existent. On ne les connaît pas ou trop peu. Elles sont trop peu mises en avant. Et donc, il faut pouvoir s'en servir pour toutes les entreprises qui ont le courage et qui prennent cet élément de se dire je veux mettre mes salariés en selle. Et le quatrième point, c'est évidemment qu'on comprend très bien que pour mettre en place un projet comme celui-là, on a besoin de se faire accompagner. Donc, c'est pour ça qu'on a créé l'entreprise aujourd'hui et qu'on travaille avec 150 entreprises partout en France. Voilà, j'ai essayé d'être assez court et efficace. Évidemment, si vous avez très clair, je pense. envie d'en reparler, je mets mon mail ici, je le remettrai dans le chat et avec plaisir pour en discuter avec certains si vous avez des projets dans vos régions ou dans vos entreprises. Moi, je trouve ça hyper intéressant parce qu'on nous dit beaucoup à longueur de temps qu'il faut transformer notre manière de nous déplacer. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des solutions très concrètes finalement. Enfin, on le voit là avec les cas clients que tu partages. On voit bien que finalement, c'est accessible à tous. C'est juste que, comme tu le disais sur la slide précédente, il faut de l'accompagnement, il faut se faire épauler. C'est une grosse démarche, ça peut être lourd, surtout au niveau des RH. Enfin, je pense que ça, Pierre-Luc, il peut le confirmer. C'est un sujet qu'on ne peut pas porter tout seul dans l'entreprise, ça. Non, bien sûr que non, parce que y a... Alors déjà, on a nos activités au jour le jour et que c'est souvent on a chaque vélo taffeur a des aspirations différentes, personne n'habite au même endroit, donc il faut absolument réussir à créer un collectif en fait d'usagers avec des personnes qui pilotent, bien évidemment. Je le fais avec 4 personnes dont ma leader RH. Et ensuite, on a des personnes qui m'aident à mettre en place des coms, qui m'aident à mettre en place des ateliers et autres. Mais après, ça dépend encore une fois de la taille de l'entreprise. Mais pour une entreprise comme la mienne, je ne peux pas tout faire tout seul, c'est certain. Bien sûr.
Et tu soulignes un truc là, il y a aussi la part de sensibilisation qui est importante. Tout à l'heure, quelqu'un dans le chat le mentionnait, le besoin de communiquer et de sensibiliser en interne. Je rebondis sur quelques messages dans le chat, d'ailleurs j'en profite. Et au passage, merci Arthur pour tes partages qui aident à voir un peu concrètement comment ça peut se mettre en place. Il y a Emmanuel qui nous partage un peu son modèle dans son entreprise, qui nous dit que le FMD est en place dans son entreprise et peut aller jusqu'à 700 € d'indemnité par an, plus 2 jours de télétravail par semaine et une semaine complète autorisée en télétravail dans l'année. Et puis Guillaume qui nous dit, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, en train de négocier l'accord NAO pour avoir le FMD pour mise en place 2025. Ça, c'est plutôt bonne nouvelle pour 2025. Bravo. Top. Et risque en cas d'intempérie, demande Lynn Rose. Ah, les risques en cas d'intempérie, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Je peux répondre. Les risques en alors c'est vrai que c'est un frein énorme pour les collaborateurs. J'ai pas envie de prendre mon vélo parce qu'il pleut. J'ai pas envie, j'ai peur de glisser. Encore une fois, on en parlait, c'est de la com, c'est de la pratique également, c'est éteindre en tout cas les craintes. Ça nécessite de mettre en place un atelier, par exemple. On a mis un atelier avec sécurisation du parcours, comment aller de chez nous à la gare, par exemple, en utilisant les voies cyclables, donc pour la pluie, comment bien se couvrir, quels sont les matériels, quel est le matériel qu'il faut pour rouler tranquillement sous la pluie de manière parfaitement sécurisée. On parle de cap, on parle de pantalons de pluie, etc., etc. Plein de choses finalement qui paraissent être du bon sens, mais qui ne sont jamais envisagées par des personnes qui n'ont pas vraiment l'habitude de venir au travail en vélo. Donc, encore une fois, ça passe par de la com, ça passe par des exemples et bien sûr de la sensibilisation au sein de l'entreprise. Et ça tombe bien. Ouais, vas-y Arthur, pardon. C'est juste le parallèle avec des pays européens où la pratique du vélo est 3, 4, 5 fois supérieure à celle de la France. C'est l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, qui ne sont pas franchement connus pour avoir des climats plus cléments que les nôtres. Il y a un sujet de culture et d'équipement. C'est vrai. Pour vivre au UK, je confirme parce que il pleut tout le temps chez moi. Et nous, instinctivement, en tant que Français, on a tendance à se dire quand il pleut, on sort pas. Mais les Anglais, ça n'arrête pas de sortir. Quand il pleut, ils vivent leur vie. Ils vont dehors, parce que sinon ils ne vivent pas, ils ne sortent jamais. Donc c'est une question de culture et d'état d'esprit aussi. Et alors ça tombe bien parce que sur le volet de la communication et de l'accompagnement, c'est justement les 3 clés, sur lesquelles on va avancer. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est toi, Louis, qui va nous briefer. Ouais. Et du coup, merci Anaïs, merci pour les présentations avant. Donc du coup, je vais répondre en partie à cette remarque, comment on fait pour lever les freins. Alors tout d'abord, j'aimerais revenir juste sur une petite étude de l'ADEME, en fait, qui nous apprend que il faut vraiment il faut penser à sa cible. Quand on mène une politique vélo, on ne va pas mener le même type d'action en fonction des différentes cibles auxquelles que vous avez parmi vos effectifs salariés. Donc, vous avez la majorité, certainement, de vos effectifs qui sont non cyclistes, une petite minorité de cyclistes occasionnels et parfois des cyclistes réguliers. Et donc, en fait, pour chaque catégorie, chaque cible, vous allez devoir en fait mettre en place des actions différentes ou alors en tout cas avoir des messages de communication différentes sur ces actions. Pour les non-cyclistes, l'importance, ça va être en effet de répondre à ces questions. Comment je fais s'il pleut, comment je fais s'il fait trop chaud aussi, parce que c'est également un problème, s'il y a du dénivelé, quid de l'accidentologie, etc. Et donc là, il va falloir en fait adapter votre communication pour lever les freins et pour changer les représentations qu'on a du vélo et souvent les plus défavorables. Pour les cyclistes occasionnels, donc c'est la majorité, c'est les cyclistes qui utilisent leur vélo le dimanche, par exemple, pour leur loisir, mais qui n'auraient pas idée d'utiliser leur vélo pour des trajets utilitaires pour se rendre sur leur lieu de travail à vélo. Et là, l'objectif, ça va vraiment essayer de transformer la pratique de loisir vers une pratique utilitaire, vers le lieu de travail. Et enfin, il ne faut pas penser que pour les cyclistes réguliers, ceux même qui vélotabent depuis des années, etc., en fait, un changement de parcours dans leur vie, par exemple un éloignement du lieu de travail ou alors un changement peut-être de pression au travail, je ne sais pas, ou même de métier, ça peut en fait impacter
le comportement en matière de mobilité. Donc, c'est une fois que vous avez transformé des non-cyclistes ou des cyclistes occasionnels en cyclistes réguliers, il faut continuer à leur proposer des services pour maintenir la pratique et si possible, voire même la renforcer. Parce que dans les cyclistes réguliers, on qualifie de cycliste régulier quelqu'un qui au travail peut-être 1 à 2 fois par semaine, mais pourquoi pas aller 3, 4, voire 5 fois par semaine pour certains. Pourquoi pas, hein. Tout le monde ne le fait pas, mais c'est possible aussi. Et donc, pour apprécier déjà ces 3 catégories, il faut savoir combien vous avez de salariés par catégorie et vous pouvez utiliser un questionnaire d'enquête et notamment cet outil, ça se fait dans le cadre de la démarche de plan de mobilité employeur que Nicolas a présenté tout à l'heure. Donc, Nicolas, je rappelle rapidement, mais il mettait notamment en avant toutes les offres gratuites de certaines autorités organisatrices de la mobilité qui sont sur vos territoires. Donc, vous pouvez tout à fait les solliciter pour bénéficier de ce genre d'enquête. Voilà, et donc maintenant je vais revenir rapidement sur les 3 clés. Du coup, Pierre-Luc, je pense que vous avez mis en place un certain nombre d'actions que je vais peut-être décrire, donc n'hésitez pas à rebondir dessus, hein. Moi, je vais essayer de les décrire rapidement et surtout l'intérêt qu'elles peuvent avoir pour changer le comportement. Mais vous n'hésitez pas à m'interrompre, hein, pour en parler, pour apporter un retour d'expérience. Donc peut-être, et alors là aussi, c'est des clés complémentaires à l'offre Tandem, hein. Nous, la FUB, on est convaincus clairement que les flottes de vélos en entreprise, c'est peut-être un des outils les plus efficaces pour transformer en tout cas des comportements automobilistes vers des comportements cyclistes, hein. Ça, on en est convaincus, donc je ne vais pas être redondant, donc je ne vais pas en parler. Mais typiquement, une des premières clés, ça va être les essais de vélo et les challenges. Les essais de vélo, donc ça va surtout concerner les non-cyclistes et les cyclistes occasionnels. Et là, l'idée, ça va vraiment être de déclencher l'usage, de faire découvrir l'usage du vélo. Et donc, alors avec Nicolas, on anime aussi une communauté d'employeurs pro vélo. Donc, on a presque 2700 entreprises qui sont inscrites à cette communauté. Donc, on a des cas pratiques qui ressortent. Et notamment, on a par exemple des employeurs qui vont avoir des flottes de vélos, donc qui bénéficient déjà par exemple de l'offre Tandem, et puis avec des vélos en libre service, et qui vont proposer ces vélos. Alors, généralement, les flottes de vélos de service, c'est pour faire des rendez-vous professionnels à vélo. Et ils vont proposer parfois ces vélos pour des usages aussi domicile-travail. Donc le salarié va pouvoir l'emprunter et pouvoir utiliser un vélo, par exemple, pendant 1 mois pour essayer, pour se mettre en selle. Et parfois, ça va pouvoir, en fait, il va se dire: «Ah ouais, c'est super, je gagne du temps, je me sens bien au travail», etc. Et donc, ça va ça va l'inciter à soit peut-être demander un vélo à Tandem, voire en tout cas à son employeur pour avoir un vélo de fonction, ou soit acheter par lui-même un vélo. Ça peut être aussi du test de matériel. Ou alors, l'employeur, si vous n'avez pas si vous n'avez pas de flotte de vélos de service, vous pouvez aussi flécher l'offre de vélos, genre de vélos publics qui sont en location, en proposant une subvention pour que le salarié puisse essayer un vélo via l'offre publique. Donc, par exemple, moi j'habite à Strasbourg, ça va être Vélop, ça peut être Véligo ou Vélib à Paris. Peut-être le deuxième sujet qui est pas mal, en tout cas, pour inciter vos salariés à pratiquer vélo, ça va être les challenges. Donc là, je vous ai mis la petite photo de Boulot à vélo. Donc, c'est un challenge qui est très connu dans l'Eurométropole de Strasbourg. Ça fait plus de 20 ans qu'ils mettent en place ce challenge. En termes de chiffres, par exemple, c'est 14 000 cyclistes qui participaient l'année dernière. Et selon une étude de 2017, ce serait presque 500 cyclistes qui seraient convaincus chaque année à se mettre en selle grâce à ce challenge. Donc, c'est vraiment des choses qui fonctionnent. Pendant ces challenges, en fait, les salariés sont invités à comptabiliser le nombre de trajets qu'ils font, comptabiliser leur nombre de kilomètres. Il y a des campagnes de com qui sont réalisées, donc il y a une vraie émulation. Il y a des cyclistes chevronnés qui vont accompagner des cyclistes plus débutants sur leur premier trajet domicile-travail. Donc, en fait, il y a un côté aussi team building. Donc là, ça va Oui, ça fait du bien aussi à la culture d'entreprise au-delà de l'aspect mobilité. Tout à fait.
Tout à fait, tout à fait. Là, avec Nicolas, en juin dernier, on était dans les locaux là, de l'Eurométropole de Strasbourg. Donc, ils sont aussi pilotes de ce challenge, mais ils participent à ce challenge en tant qu'employeur. Et c'est assez marrant de voir comment ils mettent en scène ce challenge. Hein. Vous rentrez dans la cantine, il y a des affiches partout. Les salariés arrivent même, genre, ils font une photo de groupe, par exemple, où tout le monde arrive déguisé, etc. Donc, il y a quelque chose, ouais, il y a une émulation. Donc, c'est assez sympa. Et je vous ai mis un deuxième exemple, c'est Mea Vélo. Donc, c'est un challenge national, là. Donc là, en fait, c'est en lien avec la GeoVélo. Donc, vous allez pouvoir rejoindre, en fait, genre, vous créez une communauté sur GeoVélo. Et là, en fait, vous allez pouvoir, au sein de votre entreprise, comptabiliser le nombre de kilomètres parcourus et essayer de vous comparer aux sociétés de la même taille que la vôtre. Donc, il y a aussi un enjeu challenge, quoi, inter-entreprise, compétition, et tout ça qui est au service de l'incitation au report modal vers le vélo. Et généralement, comme ça se passe au mois de mai, le ou la cycliste va poursuivre en fait ce comportement au moins jusqu'à l'été. Après, l'enjeu, c'est de convertir plus durablement pendant les mois d'hiver, mais donc généralement le comportement reste un peu après et peut se maintenir d'année en année. Je vais passer rapidement sur les aides financières. Ça a été détaillé, hein, ça a été présenté déjà par Nicolas et Arthur. Donc là, ça va toucher tout le monde toutes vos cibles, à la fois les non-cyclistes, parce que ça peut être le déclic qui va leur permettre de passer à l'achat d'un vélo, par exemple, mais ça va venir aussi récompenser, en fait, valoriser la pratique des cyclistes qui sont déjà en selle. Parce qu'en fait, quand on est cycliste, il y a quelques années, on voyait notamment les utilisateurs des transports en commun qui avaient le remboursement 50% de leur titre de transport. Les automobilistes via la voiture de fonction sont aussi valorisés, mais quand on est cycliste, en fait, on n'était pas valorisé dans la pratique. Et aujourd'hui, le FMD vient aussi récompenser ça. Il vient aussi rendre plus durable cette pratique auprès des cyclistes réguliers, donc qui touchent tout le monde. Et là, donc je le cite à nouveau rapidement, mais donc vous avez le forfait mobilité durable qui a l'intérêt d'être doublement défiscalisé. Donc c'est-à-dire qu'il y a le salarié qui en bénéficie ne va pas payer d'impôt sur le revenu dessus, et c'est exonéré de cotisations sociales pour l'employeur privé. Et ça jusqu'à 800 €. Mais rien ne vous empêche d'aller au-delà. Hein. On a des exemples d'employeurs qui dépassent ce forfait. Par contre, le delta qui dépasse ce forfait sera fiscalisé. Voilà. Et donc, on nous posait la question dans le chat de la moyenne. La moyenne observée en tout cas par ce baromètre, et parmi les 29% des employeurs qui le distribuent, la moyenne serait de 420 €. Voilà, donc vous pouvez mettre plus, moins, mais voilà, la moyenne, ça vous donne un indice. Et sur les aides externes, là, l'idée, c'est plus de communiquer dessus, parce qu'en fait, il y en a plein qui existent. Là, on ne voit pas très bien, mais j'ai mis un exemple, par exemple, à Strasbourg. En fait, pour l'achat d'un vélo cargo électrique, donc ça peut concerner notamment des familles qui ont des trajets assez complexes à réaliser pour emmener leurs enfants à vélo à l'école le matin, puis après pour aller faire des courses, etc. Donc ça peut être un vélo, en tout cas un véhicule qui va vraiment aussi inciter à avoir un comportement cycliste sur le long terme. Et grâce à cet outil, la Mes aides vélo, vous pouvez voir que en fait, pour ce type de véhicule, vous pouvez bénéficier jusqu'à 3 000 € d'aide publique. Donc, et ça va venir en complément, par exemple, d'un forfait mobilité durable que vous allez distribuer dans l'entreprise. Donc, en fait, vous avez un vélo qui peut être payé parfois jusqu'à 60 voire 70%. Donc, ça va vraiment déclencher la pratique. Donc là, le rôle de l'employeur, c'est de faire connaître ces aides. Et pour répondre à Laurence, juste pour rappel, parce que ça a été évoqué au démarrage du webinaire, mais FMD, c'est le forfait mobilité durable, juste pour reprécision, parce que je vois qu'elle posait la question dans le chat. C'est de mémoire, ça dépend de la volonté de l'employeur, de la manière dont c'est attribué aux collaborateurs. Il y en a, c'est 600 € par an d'un coup. Nous, c'est 600 € on peut faire, ça passe par note de frais, et puis on se fait rembourser 50 € par mois.
voilà, ça dépend des entreprises en fait. Ouais, en fait, ce que dit Pierre-Luc est très juste. Le FMD, en fait, le décret qui le met en place, il est très flexible. En fait, il donne beaucoup de souplesse aux employeurs, en tout cas privés, pour le mettre en place. Donc, c'est vraiment à vous de voir avec votre employeur comment le mettre en place. Vous êtes flexible sur à la fois le montant, donc ça peut être très bien 100 €, hein, on peut partir là-dessus au début. Vous pouvez directement aller au plafond, et aussi sur les justificatifs que vous allez demander. Parce que la plupart des employeurs, généralement, demandent une attestation sur l'honneur d'un collaborateur, une collaboratrice, du déplacement à vélo pendant une année. Mais aujourd'hui, vous avez aussi des offres de paiement. Vous allez pouvoir créditer ce FMD sur une carte prépayée, genre, pardon, une carte type. Alors, nous, par exemple, à la FUB, on a la carte Swile. Vous pouvez, voilà, genre, je ne fais pas de pub, hein, il y a d'autres opérateurs, mais vous allez pouvoir créditer ce montant du FMD sur cette carte, et le collaborateur va pouvoir l'utiliser dans des magasins qui proposent des offres de services de vélo, notamment pour l'équipement, mais ça peut être aussi pour la formation, etc. Donc voilà, vous avez plusieurs moyens en tout cas pour justifier l'utilisation du FMD. Et est-ce qu'on peut, Louis, aborder la baisse de l'accidentalité? Parce que je vois que Frédéric avait posé la question. Alors, il y a la réponse dans le chat entre-temps, mais je pense que ça peut intéresser tout le monde, parce que Frédéric questionnait sur les statistiques existantes ou pas, qui évoquent est-ce que le taux d'accident domicile-travail baisse ou pas grâce au vélo? Je vois que Nicolas a déjà répondu dans le chat, mais si tu voulais commenter ce point, parce que ça pourrait répondre à tout le monde au passage. Ouais, tout à fait. En effet, alors on a beaucoup de questions sur l'accidentologie. D'ailleurs, sur ce sujet, je vous invite vraiment à vous inscrire au programme OEPV, puisqu'on a, en vos inscriptions, vous allez pouvoir aussi accéder à tout un tas de ressources qu'on a créées. Là, on a fait un gros travail depuis le début de l'année là-dessus, donc vous aurez toutes les remettre réponses. le lien peut-être. Tout à fait, ouais. Mais en synthèse, aujourd'hui, en fait, le risque d'accident à vélo, en tout cas le plus grave, il est assez faible sur les trajets domicile-travail. On n'a pas de chiffres sur le trajet vraiment focalisé sur le domicile-travail. Quand un cycliste tombe, on ne sait pas s'il se déplace pour aller chercher sa baguette ou pour aller sur domicile-travail. On peut formuler des hypothèses parce qu'en fonction des horaires, notamment de déplacement, mais en tout cas, on n'accède pas à ces chiffres. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, 2/3 des accidents les plus graves et mortels ont lieu hors agglomération. Et qu'on sait aussi qu'il y a assez peu de déplacements domicile-travail hors agglomération. Donc, et que la majorité des déplacements ont lieu en agglomération et sont liés au trajet domicile-travail. Donc, il y a un risque assez faible, en tout cas d'accidents graves. Je dis bien d'accidents graves parce qu'on a plein de collisions, de chutes, genre de presque accidents. On reconnaît également, on peut avoir peur aussi. Il y a une insécurité ressentie quand on se déplace parce que voilà, on est frôlé par une voiture, un autre cycliste, etc. Ça peut être assez anxiogène. Et là, du coup, ça rejoint peut-être la troisième clé, mais je vous invite aussi en tant qu'employeur à accompagner ce changement. En fait, aujourd'hui, Nicolas l'a montré, les gens se déplacent à vélo. Malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Comment dire, on ne peut pas reculer cette vague, faire reculer cette vague. Donc, il faut l'accompagner. Et pour l'accompagner, vous pouvez former vos salariés. Et notamment, ça a été dit aussi par Nicolas, mais sur les enjeux de cohabitation. Et là, vous pouvez tout à fait, via des e-learning ou des séances théoriques, alors en salle ou en webinaire, sensibiliser, former tous vos publics, là encore une fois, toutes vos cibles aux enjeux de cohabitation. Et là, moi, vous pouvez tout à fait inviter les salariés automobilistes à se connecter à ces sessions pour aussi qu'ils prennent conscience que quand on se déplace en voiture, on peut avoir aussi un comportement qui va sécuriser les autres usagers de la chaussée, donc piétons et cyclistes. Et donc, il y a vraiment un enjeu, peut-être même de santé publique autour de ça, pour essayer de limiter les accidents et surtout donner de la place à chaque utilisateur. Ouais, je peux peut-être rebondir, Louis, là-dessus. Nous, donc, c'est effectivement ces actions de sensibilisation et de réparation, maintenance des vélos. Donc, c'est des actions qu'on subventionne dans le cadre du programme national OEPV. Et on voit qu'il y a plutôt un bon retour d'expérience de la part des employeurs qui mettent en place ces actions de sensibilisation. C'est de se dire, on peut
faire venir des cyclistes aguerris, des personnes qui sont occasionnelles, des personnes qui se déplacent en voiture et qui se posent ces questions de cohabitation. Eh oui. Et ça crée effectivement un temps de discussion et de dialogue au sein de l'entreprise. Et voilà, pas simplement, on va dire, bien sûr, il y a l'aspect flotte, il y a l'aspect aide financière, mais il y a aussi ces moments de sensibilisation et de débat qui sont vraiment importants pour le quotidien des salariés. Peut-être un mot de la fin, un mot pour conclure parce que je vois qu'on arrive au bout de ce webinaire. Louis? Ouais, alors du coup, si c'est moi qui ai le privilège du mot de la fin, peut-être que mes camarades pourront compléter. hein. Mais Tout le monde complétera, chacun complète. Voilà, très bien, mais peut-être un mot, mais c'est de dire peut-être qu'il n'y a pas de. Genre, nous, on est convaincus à la FUB qu'il n'y a pas de solution miracle. C'est-à-dire que ce qui va vraiment inciter au changement de comportement, ça va être un ensemble de services. Voilà. Et nous, on aime bien parler de système vélo. Il faut avoir un ensemble de services pour maintenir en tout cas la pratique du vélo dans la durée. Et que au OPV, du coup, voilà, inscrivez-vous. Je vous souhaite Nicolas pour en mettre une couche, mais vous avez 4 mois, genre 3 mois encore pour vous inscrire. Et c'est la démarche du programme, d'avoir une démarche un peu holistique. Et donc, vous allez pouvoir obtenir des subventions pour tout un tas de services pour promouvoir l'usage du vélo. Ouais, on clôture les inscriptions le 31 décembre 2024. C'est un programme national, donc ça a forcément une fin. Et on peut accompagner encore les employeurs inscrits sur l'année 2025. Comme on le disait, il y a effectivement une dimension aide financière dans ce programme, mais il y a aussi un accompagnement technique, méthodologique et un label. Et pour obtenir la meilleure note à ce label et vraiment valoriser votre marque employeur, il faut mettre notamment un des critères forts, c'est la mise en place de flottes de vélos. Voilà, proposé par Tandem et par d'autres. Donc, on vous encourage aussi à vous saisir de cet objet flotte de vélo. Arthur, peut-être si tu veux dire un petit mot. Pardon. Non, mais effectivement, je suis d'accord avec le constat de Louis, que c'est un ensemble de choses qu'il va falloir mettre en œuvre pour essayer de développer la pratique. C'est sûr que je ne vais pas prêcher pour ma paroisse, mais mettre un vélo dans les mains des gens, c'est sûr que ça aide à les mettre en selle, mais ce n'est pas suffisant. Il va y avoir derrière un accompagnement à mener. C'est pour ça que je pense que c'est quand même plus simple pour une entreprise. Et Pierre-Luc en parlait, de se faire accompagner sur le sujet, parce qu'encore une fois, les équipes RH ont leur fonction à gérer et bien d'autres sujets à aborder que le sujet de mise en place de vélo et de mobilité. Ce que je comprends très bien. En tout cas, ça a été nous, ça fait depuis février de l'année dernière qu'on a obtenu ce label employeur pro vélo au niveau or. C'est un travail de longue haleine où on a fallu faire. Voilà, j'ai encore ressorti l'autre jour là, le référentiel de l'employeur pro vélo. Il y a beaucoup de choses à traiter, avec une bonne coordination avec les équipes, avec des personnes qui sont passionnées, mais également la volonté un peu de changer les choses. C'est vraiment de la gestion de projet en fait. La mise en place en fait du label, mais c'est un vrai plus et vraiment pour nous c'est faire parler de nous, développer également la fidélisation des collaborateurs et voilà, trouver des solutions également à des problématiques vraiment concrètes de l'urbanisme dans nos villes. Et donc voilà, c'est un grand plaisir de le mettre en place et aujourd'hui il faut le faire vivre, hein. Il y a aussi la partie construction et maintien en tout cas de ce label, parce que ça dure 3 ans de mémoire. Il va falloir déjà replancher pour le nouveau diagnostic dans 3 ans, quoi. Oui, Mais c'est vivre un après. bon travail. Super. En tout cas, merci pour ton retour d'expérience et merci à chacun d'entre vous pour tous ces apports. Je pense que c'était très riche. Moi, personnellement, je trouve que c'est passé trop vite. J'ai l'impression qu'on a pris un vélo et qu'on a pédalé, ça allait beaucoup trop vite. Merci, un grand merci à chacun de vous. C'était chouette de vous avoir aujourd'hui. Au vu des réactions dans le chat, j'ai l'impression que tout le monde partage ce ressenti. Moi, il vous reste à vous souhaiter une très bonne journée et surtout à vous dire que je vous retrouve très bientôt. On a d'autres éditions de l'Instant RH qui arrivent très prochainement avec une nouvelle édition ce jeudi, mais aussi la semaine prochaine. D'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre sur un sujet
assez lié au sujet d'aujourd'hui, puisqu'on va parler de l'absentéisme et de la culture d'entreprise. On parlera principalement QVCT, hein, sans grande surprise, hein, qui est une des clés principales aujourd'hui pour tous nos sujets RH. Hein, c'est un peu le pilier de tout ça. Et puis, je vous mets le lien dans le chat si vous voulez choisir un autre sujet qui peut vous intéresser. On a plein d'autres sujets qui arrivent sur Culture RH, donc avec plaisir pour vous y retrouver. Et moi, comme d'habitude, vous me retrouvez aussi sur LinkedIn. Très bien, mais écoutez, merci à vous. C'était un plaisir. Et puis, j'espère vous retrouver peut-être bientôt. En attendant, très bonne journée à vous et merci encore. Merci beaucoup. Bonne journée, à bientôt. Et au À revoir. bientôt.